Dans les redoutables zones de combat en première ligne de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'information est essentielle. Plus vous connaissez la position et les mouvements de l'ennemi, plus vous gagnez en pouvoir. La partie difficile, c'est d'obtenir réellement ces informations. Mais que se passerait-il si vous aviez un moyen de pousser votre adversaire à révéler exactement sa position sans même qu'il s'en rende compte ? C'est exactement ce que certains hackers ukrainiens de génie ont réussi à faire, et voici comment. Tout se résume à une technologie bien précise. Starlink, le service internet par satellite exploité par SpaceX d'Elon Musk. Starlink a joué un rôle énorme tout au long du conflit, ayant été utilisé dès février 2022 pour remplacer les réseaux internet et de communication en Ukraine, qui avaient été endommagés ou détruits par les Russes. Depuis lors, les civils ukrainiens, le gouvernement et les forces militaires ont tous utilisé ce service. Les civils dans les zones de guerre ont compté sur ce service pour contacter le monde extérieur, ou rester en contact avec leurs familles et leurs amis. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, et même les trains des chemins de fer ukrainiens ont également exploité la puissance des satellites Starlink pour fournir des services essentiels à la population. Pendant ce temps, malgré les protestations d'Elon Musk et de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, les forces de défense ukrainiennes ont également trouvé des moyens d'exploiter les capacités de Starlink pour les aider à défendre leur territoire et à mener des contre-attaques contre les envahisseurs. On l'a qualifié d'épine dorsale essentielle des communications sur les champs de bataille ukrainiens. De nombreuses unités disposant d'au moins un terminal Starlink pour rester connectées et recueillir des données vitales. Les équipes de drones ont aussi utilisé Starlink pour piloter leurs drones lors d'attaques contre les forces russes, certains drones ayant leur propre terminal Starlink. La Russie, quant à elle, s'est vue interdire officiellement l'utilisation de Starlink sur son propre territoire, SpaceX, limitant l'accès grâce à une technique appelée géorepérage, qui consiste essentiellement à restreindre la disponibilité du service à certaines zones précises. Cependant, il a été bien plus difficile de maintenir ces restrictions dans les zones contestées et occupées d'Ukraine. Les forces russes pourraient utiliser des terminaux introduits en contrebande près de la ligne de front. Pendant les premières phases de la guerre, cela signifiait que l'Ukraine bénéficiait d'un avantage considérable en matière de connectivité et de communication. Mais avec le temps, la situation a commencé à évoluer. Début 2024 par exemple, le renseignement militaire ukrainien a révélé que les forces russes utilisaient les communications par satellite Starlink. En fait, les troupes ukrainiennes ont rapporté que les Russes utilisaient Starlink depuis assez longtemps, avec des milliers de terminaux en leur possession. Personne ne savait exactement comment cela s'était produit. SpaceX a confirmé qu'elle n'avait vendu aucun terminal à la Russie, ni directement ni indirectement. Elle a précisé n'avoir aucune relation avec le gouvernement ou l'armée russe, et Starlink a confirmé que son service ne fonctionnait pas en Russie. L'entreprise a également menacé de sanctionner ou de désactiver tout tiers qui aurait fourni des produits Starlink aux forces russes. Alors, les agents du renseignement ukrainien ont creusé un peu plus. Ils ont publié une interception radio de Russes discutant de la possibilité d'acheter des terminaux Starlink par l'intermédiaire d'un pays arabe. Entre-temps, d'autres preuves de l'utilisation de Starlink par l'armée russe ont émergé. Bien que les terminaux ne fonctionnaient pas en Russie même, ils étaient opérationnels dans les zones de front, ce qui posait un dilemme majeur pour l'Ukraine et pour SpaceX lui-même. Si l'entreprise laissait Starlink fonctionner là, les deux camps en profiteraient, et les Russes pourraient utiliser leurs terminaux illégaux pour attaquer les positions ukrainiennes. En même temps, si SpaceX décidait d'étendre ses mesures de restriction géographique pour empêcher l'utilisation de Starlink par les forces russes sur les lignes de front, cela pourrait également perturber l'accès et les communications des Ukrainiens. Les équipes ukrainiennes ont proposé de travailler avec les ingénieurs de Starlink pour désactiver le service aux utilisateurs russes sans affecter l'Ukraine. En mai 2024, il semblait que l'histoire avait trouvé une issue positive. Le Pentagone et SpaceX ont déclaré que la Russie ne pouvait plus utiliser les satellites Starlink. Cependant, John Plumb, secrétaire adjoint à la défense pour la politique spatiale au département de la défense des États-Unis, a averti que la Russie pourrait encore contourner le blocage. Nous avons réussi à contrer l'utilisation russe, mais je suis sûr que la Russie cherchera encore à exploiter Starlink et d'autres systèmes commerciaux. Ce problème persistera. Nous avons bien compris la situation et trouvé de bonnes solutions pour Starlink et l'Ukraine. Plumb avait raison. Quelques mois après l'annonce du Pentagone, de nouvelles preuves en Ukraine ont montré l'utilisation par la Russie de drones équipés de Starlink, et le problème semblait ne jamais devoir disparaître. En fait, en 2024, la situation n'a fait qu'empirer. Les preuves montraient
que des dizaines de milliers de récepteurs Starlink étaient toujours introduits clandestinement en Russie, via divers pays, dont la Turquie, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Arrivés sur le front, ces récepteurs facilitaient grandement la vie des troupes russes et de leurs officiers. Ils pouvaient les utiliser pour augmenter la portée de leurs drones d'attaque, tout en les rendant plus précis et plus difficiles à brouiller avec des contre-mesures de guerre électroniques. Cela les rendait ainsi plus efficaces et plus meurtriers. Les officiers russes utilisaient également l'internet par satellite Starlink pour bénéficier de cartes du champ de bataille en temps réel, avec des informations actualisées sur les positions des troupes et des images du terrain, afin de pouvoir coordonner plus facilement et efficacement leurs soldats et leurs ressources. Un expert ukrainien en cyberguerre, dont le nom de code est Goldfinger, a résumé la situation aux journalistes. Depuis 2025, ils utilisent Starlink pour contrôler leurs gros drones et améliorer la précision de leurs attaques, ce qui leur permet de contourner nos systèmes anti-drones. Donc, cela devenait de plus en plus important et dangereux pour nous. La situation semblait de plus en plus sombre. Début février 2026, l'Ukraine était sous le choc après une campagne de bombardements longue et particulièrement intense menée par les Russes, combinée aux effets dévastateurs d'un hiver long et froid, avec des coupures de courant fréquentes causées par les essaims de drones du Kremlin visant les sous-stations et installations énergétiques du pays. Yaroslav, un officier du renseignement de la 128e brigade mécanisée lourde d'Ukraine, a admis qu'à ce moment-là, les perspectives de son pays n'étaient pas des plus brillantes. L'ennemi tentait d'infiltrer ses unités par des opérations d'assaut indirect, notamment en profitant du mauvais temps pour déplacer son infanterie entre nos positions et poursuivre son avancée. Lui et sa brigade tentèrent de repousser les assauts russes non loin de la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, à ce moment-là. Plus à l'est, les forces russes avançaient également progressivement vers la ville d'Ulyanovsk, tandis que les défenseurs ukrainiens étaient repoussés dans des endroits comme Pokrovsk, Liman et ailleurs. Puis SpaceX a fait quelque chose qui a complètement bouleversé la situation. Kyiv a demandé à l'entreprise d'exiger l'enregistrement de tout terminal Starlink en Ukraine. Elle a accepté et mis en place le système rapidement. Tout à coup, toute personne souhaitant accéder au service Starlink n'importe où en Ukraine, y compris dans les territoires occupés et sur la ligne de front, devait se rendre dans un centre de service agréé en territoire non occupé et présenter son passeport. S'ils ne le faisaient pas, leurs appareils ne fonctionnaient tout simplement pas. Pour l'Ukraine, c'était une grande victoire et un tournant extrêmement important. Pour la Russie, c'était une catastrophe. En un instant, de nombreux soldats, unités et commandants ont été aveuglés, et même des responsables russes ont dû admettre que cette décision avait fortement affecté leurs opérations. Andrei Medvedev, par exemple, le vice-président de la Douma de la ville de Moscou, s'est exprimé sur Telegram en disant que, suite aux actions de SpaceX, au lieu d'une frappe planifiée contre l'ennemi, nous avons un chaos infernal. Les blogueurs militaires russes se sont aussi déchaînés en ligne sur cette décision, comme Alexandre Sladkov, qui a reconnu que la perte de l'accès à Starlink engendre de grandes difficultés. Et la chaîne Telegram Two Majors, qui ont écrit « Le fasciste adoré par des millions, Elon Musk, sert les intérêts des forces armées de l'Ukraine. » Cela pourrait expliquer la panne massive des terminaux qui a commencé hier soir sur le front. De cette façon, le génie adoré par les libéraux a de nouveau aidé les forces armées de l'Ukraine à tuer nos soldats. Des blogueurs militaires ont noté que la Russie tentait de contourner le problème, mais qu'aucune alternative viable à Starlink n'existait pour l'instant. Ils ont précisé que le Kremlin envisageait des moyens de contourner l'enregistrement, ou d'utiliser des satellites chinois, mais ont confirmé qu'aucune de ces solutions ne serait disponible rapidement. Mais le temps est une ressource précieuse pour les troupes russes en première ligne. La plupart ne survivent que quelques jours au combat avant d'être blessés ou pire, et ils ne pouvaient attendre que les autorités trouvent une solution. Alors, ils sont devenus désespérés, et un groupe de hackers ukrainiens a pleinement profité de ce désespoir. Petite parenthèse rapide. C'est pourquoi on fait The Military Show, pour expliquer le vrai fonctionnement du pouvoir. Nouveaux ici, abonnez-vous pour ne rien manquer. Certains Russes ont compris que pour réactiver Starlink, il fallait trouver comment enregistrer leurs terminaux. Ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, car cela exigerait d'aller loin en Ukraine et d'obtenir des passeports ukrainiens, ce qui était trop risqué. Ils ont alors cherché des Ukrainiens prêts à les aider, proposant de grosses sommes à ceux qui accepteraient d'enregistrer les terminaux pour rétablir leur communication. C'était une mesure désespérée, mais pour les troupes, c'était leur seule option. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leurs appels avaient attiré l'attention de la 256e division de cyberassaut, une équipe ukrainienne de spécialistes de la cyberguerre.
dirigé par Goldfinger lui-même, un ancien soldat blessé au combat, mais qui a décidé de continuer à servir son pays dans le domaine numérique en tant que hacker. La division a senti que c'était une occasion pour eux de tendre un piège aux Russes qui pourrait changer le cours de la guerre et sauver d'innombrables vies au passage. Ils ont décidé de se faire passer pour un groupe de cybercriminels et ont commencé à contacter des soldats russes désespérés, leur proposant d'enregistrer leur récepteur Starlink en Ukraine, en échange d'un paiement en crypto-monnaie. Dès qu'une personne mordait à l'hameçon, l'arnaque débutait. Les hackers ukrainiens piégèrent progressivement leurs victimes, leur demandant d'abord des informations banales, comme les numéros de série de leurs appareils. Tout cela semblait normal, et pas particulièrement risqué pour les Russes. Alors ils ont continué, et ont soumis leurs informations. Ensuite, les hackers allaient au plus loin, demandant des informations supplémentaires. Finalement, une fois qu'ils avaient effectivement reçu le paiement des Russes pour leur service, ils sont passés à la dernière étape de leur plan, demandant aux soldats leurs coordonnées GPS exactes. À ce stade, de nombreux soldats russes étaient déjà convaincus par l'idée. Ils avaient déjà payé et donné beaucoup d'informations. Alors ils ont accepté la demande, fournissant volontairement des données précises sur leur position. À partir de là, tout ce que les hackers avaient à faire était de transmettre ces informations aux unités militaires ukrainiennes combattant en première ligne, qui pouvaient alors s'approcher discrètement des Russes et les éliminer facilement. C'est une astuce scandaleuse, mais elle fonctionne. La 256e division rapporte que plus de 2600 Russes sont tombés tête la première dans le piège et ont révélé leur position. Cela a permis à l'armée ukrainienne de localiser précisément les postes de commandement russes, les positions de pilotes de drones, les concentrations de troupes et les quartiers généraux. Le journaliste d'investigation Maxim Tucker, qui a réalisé tout un documentaire sur ces hackers ukrainiens de génie, a fourni des informations supplémentaires sur la façon dont leur arnaque fonctionne lors d'un épisode du podcast Times Radio Frontline. Il a précisé que, bien que l'équipe ne compte que 6 membres, ils ont conçu un chatbot d'IA qui gère l'essentiel du travail en contactant les Russes et en collectant leurs données progressivement. Cela leur permet de cibler de nombreuses forces ennemies, bien qu'ils soient un groupe restreint. Il a ajouté que les hackers opèrent également de différentes manières, utilisant diverses techniques cybernétiques pour pénétrer dans les comptes email russes, ou en utilisant de faux profils féminins, générés par l'IA pour discuter avec les troupes russes en première ligne, et les persuader de révéler des informations précieuses sur leur position et leurs mouvements. Cela enrichit les renseignements dont dispose l'Ukraine, et donne une vision plus claire du champ de bataille. Lorsque les hackers trouvent une information importante, ils la transmettent au centre de commandement militaire. Tucker a même filmé le moment précis où un appel est arrivé à un poste de commandement de la part de Goldfinger lui-même, révélant qu'un soldat russe se cachait à proximité. Il précise que quand les équipes ukrainiennes reçoivent ces informations, elles n'envoient pas aussitôt des drones, ni ne bombardent ces zones sans vérification. Ils ne veulent pas prendre le risque de blesser des civils ou de gaspiller des ressources. Alors ils effectuent d'abord une surveillance pour confirmer que les Russes sont réellement présents avant de planifier leurs prochaines actions. Dans son article pour The Times, Tucker cite un exemple dans lequel Yaroslav, de la 128e brigade mécanisée lourde, a reçu des coordonnées de la 256e division et les a reportées sur des images de reconnaissance, zoomant pour examiner précisément la zone où l'on pense que les Russes sont basés. Il repère vite les signes de troupes ennemies, comme des traces fraîches et des branches cachant leur abri. Une fois que Yaroslav a confirmé les renseignements, il a transmis les coordonnées au maillon suivant de la chaîne, les opérateurs de drones ukrainiens, qui ont ensuite effectué une frappe de précision sur l'abri. Yaroslav et ses collègues officiers ont regardé le flux en direct alors qu'un drone kamikaze percutait le toit de la structure, faisant s'effondrer tout l'abri sur les Russes blottis à l'intérieur. Quelques instants avant l'impact, la caméra du drone repère autre chose, une antenne satellite sur le toit du bâtiment, non pas orientée vers le ciel, mais vers un village voisin. Ceci est aussi devenu courant sur toutes les positions de première ligne. Après la coupure de Starlink par SpaceX, les Russes ont utilisé des antennes satellites pour établir des ponts Wi-Fi entre unités et communiquer. D'une part, c'est une façon innovante de contourner le problème. D'autre part, cela facilite encore plus la tâche de l'Ukraine pour localiser où se cachent les Russes. Ils peuvent chercher les antennes satellites, voir leur direction et suivre les lignes pour trouver d'autres soldats. Yaroslav a ajouté que même après avoir donné leurs données de localisation aux hackers, de nombreux Russes sont restés sur place un certain temps, permettant à l'Ukraine de les localiser et éliminer. Il y a quelques explications possibles de cela. Il se peut, par exemple, que certains soldats russes soient tout simplement trop naïfs pour se rendre compte qu'ils ont été piégés. Sinon, ils pourraient réaliser qu'ils se font arnaquer
mais craindre de l'avouer à leurs supérieurs ou collègues, restant alors silencieux et espérant que leur erreur ne soit pas fatale. Parfois, les Russes souhaitent se déplacer, mais ne le peuvent pas car ils sont postés dans des zones très dangereuses, surveillés en permanence par des drones ukrainiens à l'affût du moindre mouvement. En conséquence, beaucoup de ces soldats sont anéantis, tout cela à cause de leur propre naïveté, ce qui a grandement facilité la tâche des opérateurs de drones ukrainiens. Des opérateurs comme Katerina, âgée de 23 ans et enceinte de 4 mois au moment où Tucker l'a rencontrée. Elle a choisi de s'engager dans l'armée, après avoir vu les horreurs causées par les occupants russes dans son village la première année de la guerre. Les habitants de mon village ont souffert durant l'occupation. Certains hommes furent faits prisonniers, l'un torturé à mort. Ils lançaient des grenades dans les caves où des gens terrifiés se cachaient, causant des morts. Aujourd'hui, elle fait partie des nombreux pilotes de drones ayant utilisé les données des hackers pour éliminer des soldats russes, ralentir l'avancée ennemie et affaiblir leurs machines militaires, frappe après frappe. Je ressens une soif de vengeance pour tout ce qu'ils ont fait ici, et continuent de faire. Je protège mes sœurs, mes frères, mes petits-neveux, et en fait tous les enfants d'Ukraine qui souffrent de l'agression russe. Et je fais cela pour que mes enfants puissent vivre en paix plus tard. Alors, à quel point cette méthode a-t-elle été efficace ? Même si Tucker admet qu'il est impossible de chiffrer précisément les pertes russes dues à cette opération, les combattants ukrainiens en première ligne en ont clairement ressenti l'impact. Il révèle que les frappes russes sur les lignes ukrainiennes ont chuté de façon spectaculaire de 45% depuis que les terminaux Starlink ont été désactivés et que le piratage a commencé. Tucker suggère qu'innombrables vies ont été sauvées grâce à cela, et d'autres brigades cybernétiques ailleurs le long des lignes de front ont beaucoup appris de la 256e division. Certains ont même commencé à copier leurs méthodes pour récolter davantage de données Starlink et lancer des attaques encore plus dévastatrices contre leurs ennemis. Il est peu probable que cette méthode fonctionne toujours. Les Russes finiront par comprendre et moins de soldats révéleront leur localisation. Cependant, les hackers ukrainiens restent persévérants. Ils développent déjà de nouvelles techniques pour surprendre l'ennemi et s'appuyant de plus en plus sur des technologies d'IA, telles que des personas ou outils de piratage IA, pour renforcer leurs opérations. Cela les a aidés à pénétrer dans les boîtes mail de responsables du Kremlin et d'hommes d'affaires moscovites, ainsi qu'à découvrir l'emplacement secret d'usines d'armement russes, qui ont depuis été frappées par des missiles longue portée. En bref, même si ces équipes cyber ne sont pas sur la ligne de front à tirer au fusil ou à organiser des frappes d'artillerie, elles ont tout de même un impact extraordinaire sur cette guerre. En utilisant une pensée innovante et originale pour semer le chaos, la confusion et l'effondrement parmi les rangs du Kremlin. Les derniers renseignements révèlent que l'effondrement de la Russie dépasse largement les prévisions, comme expliqué dans cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment même les nationalistes russes les plus extrêmes et d'anciens fidèles se retournent contre le président du pays, Vladimir Poutine. Pour plus d'actualités, de décryptage et d'analyse militaire, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show.